À bientôt 37 ans, Dimitri Payet est parti l'été dernier vivre une nouvelle aventure à l'autre bout du monde, au Brésil. Il a signé à Vasco de Gama après sa fin d'aventure un peu triste avec l'Olympique de Marseille. On sait que c'était le club de son cœur et il a été mis à la porte presque un peu violemment par Pablo Longoria, qui savait que le prochain entraîneur de l'OM, donc en l'occurrence Marcelino à ce moment-là, ne comptait pas sur lui. Donc la fin avec l'OM a été un peu triste pour Payet et il avait plusieurs offres pour rebondir, notamment en Ligue 1 avec le Stade Rennais, en Grèce, en Turquie, aussi en Arabie Saoudite qui a pris plein de joueurs l'été dernier. Mais Dimitri Payet n'était absolument pas focalisé sur l'argent, il voulait un vrai projet, focalisé sur le foot, c'était son intention première et c'est ce qui l'a amené à signer à Vasco de Gama. Dans cette vidéo, on va s'offrir un petit récap de la carrière de Dimitri Payet avec des interventions de gens qui l'ont côtoyé, que ce soit dans une équipe professionnelle ou même durant sa formation, et ils vont chacun à leur manière nous expliquer comment était Dimitri Payet, comment il se comportait, en fait juste nous expliquer leur expérience avec le Réunionnais. Alors Dimitri Payet né à La Réunion, je vous l'apprends pas, ses débuts se font logiquement sur son île de naissance, et au foot on voit déjà un talent assez rapidement, c'est pourquoi il arrive au Havre à seulement 12 ans, et c'est la première difficulté dans la carrière de Dimitri Payet parce que partir de son île natale à 12 ans, c'est évidemment une grosse étape, il arrive en France métropolitaine où il connaît quasiment personne, et c'est à ce moment-là que Mickaël Le Baïf, notre premier intervenant, va rencontrer Dimitri Payet. Il a été éducateur au Havre pendant plus de 20 ans avant de l'être à l'Olympique de Marseille, et c'est l'un des premiers à coacher Dimitri Payet. Alors il a vite été conscient de ses qualités techniques, mais au niveau physique, Payet avait un petit temps de retard. C'était un joueur qui était très doué sur le plan technique, vraiment très à l'aise, qui avait une maîtrise technique qu'on lui connaît aujourd'hui, hein, c'est-à-dire il était déjà un joueur talentueux, voilà. Après, c'était un garçon qui était sur le plan morphologique, qui était pas en avance, qui était plutôt en retard en termes de puberté et donc de croissance. Donc c'était un garçon qui était petit, pas physiquement pas au même niveau que beaucoup de ses partenaires de promotion. Et ces limites physiques justement pour Dimitri Payet, elles vont lui porter un peu préjudice, notamment quand on compare à d'autres joueurs qui étaient en formation au Havre en même temps que lui. Et puis évidemment, c'est impossible de négliger l'impact de l'éloignement avec sa famille. Payet vivait en France métropolitaine alors que tout le reste de sa famille était toujours à La Réunion. Donc quand un garçon n'a que 15 ans, évidemment que c'est difficile à gérer. Quand on est dans un groupe, en plus il était dans une génération qui était très très forte au Havre, puisque lui il était première année, il était avec la génération 86. Et la génération 86 au Havre, c'est des garçons qui ont fait pour beaucoup une vraie bonne carrière de joueur. Donc il était un petit peu noyé déjà parce qu'il y avait beaucoup de joueurs, il y avait beaucoup de joueurs de qualité qui étaient en avance physiquement et qui avaient en plus un an de plus que lui. Donc avec l'éloignement de la famille, il n'y avait rien de facile pour lui, quoi. Et en plus de ça, Dimitri Payet au Havre, il est tombé avec une génération qui était très forte. Et à cet âge-là, Payet ne sortait pas forcément du lot, donc ça lui a peut-être porté préjudice de tomber avec des joueurs qui, très jeunes, étaient très forts. Il y a eu des top joueurs au niveau mondial. Il y a eu Charles Nzobia, il y avait Didier Digard, il y avait Kevin Hanin, pour ne citer que. Il y avait des joueurs qui étaient régulièrement en équipe de France chez les jeunes, des garçons qui ont fait carrière, Salissa, un garçon qui a fait carrière en Suisse, des joueurs qui ont fait carrière en Belgique ou en Ligue 2 française, les gardiens de but qui ont fait carrière. Et Mickaël Le Baïf justement m'avait expliqué que lorsqu'il faisait les compositions d'équipe, il savait très bien où est-ce que Dimitri Payet allait figurer. Dimitri, sur ces périodes-là, c'était un garçon, si on devait faire, quand on faisait les compositions d'équipe et qu'on jouait, donc il y avait le championnat 15 ans national et le championnat 15 ans régional, il jouait en 15 ans régional. Donc c'était pas un garçon qui sur cette période pouvait tirer son épingle du jeu sur ce niveau de compétition. Son niveau de compétition, il était, comme je le dis, en lien avec sa morphologie, sa façon d'être, sa façon de s'exprimer sur le terrain, c'est-à-dire que il était, c'est pas qu'il était en retard, hein, c'est qu'il y a d'autres qui étaient beaucoup plus en avance que lui. Donc joueur doué techniquement, mais qui pouvait pas s'exprimer au plus haut niveau de sa catégorie à ce moment-là.
Donc Payet reste 4 ans au Havre et l'aventure se termine mal. Il retourne donc à La Réunion et signe à l'AS Excelsior, l'un des plus gros clubs de l'île. Il joue seulement une saison là-bas et en 36 matchs il inscrit 12 buts. On retrouve vite le grand Dimitri Payet, celui qu'on verra tout le long de sa carrière. Et du coup, seulement un an après, Dimitri Payet fait son retour en France, il signe au FC Nantes. Et après un an seulement passé chez les Canaries, il est lancé en professionnel par Serge Ledizé, son entraîneur de l'époque. Dimitri Payet devient vite un élément indispensable du FC Nantes. Et au bout de sa deuxième saison, il flambe, c'est le leader technique des Canaries et c'est ce qui l'amène à signer à l'AS Saint-Etienne. Alors à Saint-Etienne, c'est pareil, les débuts sont pas fameux pour Payet. Alors forcément, il arrive dans un club avec une stature supérieure à celle du FC Nantes. Et les objectifs n'étaient pas les mêmes parce que Nantes à l'époque était descendu en Ligue 2. D'ailleurs, c'est ce qui avait amené Payet à quitter les Canaries. Et sa première saison avec Saint-Etienne, elle se passe pas super bien. D'ailleurs, Payet ne marque pas un seul but. Mais la suite est toujours la même. Deuxième saison, Payet se met enfin au niveau. Il devient vite indispensable pour les Verts. Et c'est là que Pape Diakhaté a connu Dimitri Payet. Lui, il arrive en janvier 2010. Il va passer 6 mois seulement à Saint-Etienne. Mais il a très vite été choqué par le talent du Réunionnais. Un des joueurs les plus talentueux avec qui j'ai joué, je crois. Lui, c'est vraiment du très haut niveau, quoi. Quand je le voyais à l'entraînement, mais Dimitri Payet, voilà, c'était le facteur X. Il est capable de te faire gagner un match, voilà, quoi, sur un geste technique, sur un coup franc direct. Il va vite, une très bonne vision du jeu. Physiquement, voilà, quoi, il arrive à courir longtemps et malgré que peut-être on peut dire qu'il ouais, manque de sérieux parce qu'il a une hygiène de vie, machin, mais voilà, quoi, c'est impressionnant ce jour. À ce moment-là, Dimitri Payet va découvrir l'équipe de France et c'est un vrai coup d'accélérateur dans sa carrière. Il prend une autre dimension et d'ailleurs, c'est un peu pour ça qu'il signe au LOSC juste après. Et à Lille, c'est les vraies premières très grosses saisons de Dimitri Payet avec de grosses statistiques, notamment la deuxième saison où il met plus de 10 buts et plus de 10 passes décisives en Ligue 1. Et c'est une fois de plus qu'il amène à signer à l'Olympique de Marseille. Donc Payet, échelon par échelon, commence à s'affirmer comme un élément très important du championnat de France, aussi en équipe de France où il enchaîne les convocations. Et à l'OM, on va pas se refaire toute l'histoire de Dimitri Payet, mais ça devient une icône de l'Olympique de Marseille. Certains le considèrent comme une légende, d'autres non, parce qu'évidemment il n'y a pas de titre, et ça reviendra à la fin, parce qu'à 36 ans, Dimitri Payet n'a pas remporté un seul titre dans sa carrière. Mais sa première saison à Marseille est déjà bonne, la deuxième est brillante, parce que c'est celle avec Marcelo Bielsa où il finit meilleur passeur de Ligue 1. Et à ce moment-là, Payet n'a pas forcément envie de quitter l'OM, mais il y a une grosse vague de départ. À l'Olympique de Marseille, Bielsa quitte le club après seulement une journée, André Ayew et Gignac partent en fin de contrat, Florian Thauvin est lui aussi poussé vers la sortie, donc l'OM doit faire de l'argent, et Dimitri Payet, même s'il voulait rester, est un peu poussé vers la sortie parce qu'on lui explique clairement que Marseille a besoin d'argent, et évidemment son profil à ce moment-là intéresse plusieurs clubs, notamment West Ham où il va signer. Et à West Ham, Payet joue peut-être la plus grande saison de sa carrière, en tout cas c'est l'un des meilleurs joueurs de Première Ligue, il est élu meilleur joueur de Londres à la fin de saison, et c'est un titre, quand on en parle de cette manière en France, peut-être que ça saute pas directement aux yeux, mais à ce moment-là ça a du sens quand même, parce que Arsenal est très fort, Chelsea pareil, et tout le monde sait qu'à Londres il y a énormément de clubs anglais. Donc sa saison à West Ham est énorme, il marque coup franc sur coup franc, il va disputer l'Euro avec l'équipe de France où c'est un élément indispensable, il marque le but de la victoire contre la Roumanie, il fait un très gros premier tour, même s'il s'éteint un peu après en phase finale, et malheureusement l'équipe de France perd en finale, et d'ailleurs on le retrouve en finale avec un geste important dans la rencontre parce que c'est lui qui blesse Cristiano Ronaldo. Et quelques mois après, Dimitri Payet continue avec West Ham, il est toujours à un très bon niveau, même si son équipe n'est plus aussi flamboyante que la saison passée, et Payet va revenir à l'OM, c'est sa famille surtout qui avait envie de revenir à Marseille parce qu'elle se sentait pas très bien en Angleterre, et Payet signe pour 30 millions à l'Olympique de Marseille qui vient d'être acheté par Franck McCourt. Alors les 6 premiers mois de son retour à Marseille ne sont pas forcément ceux qu'on retient le plus à Marseille, même si il commence à de nouveau poser sa patte sur le jeu de l'OM. Et la saison d'après, c'est encore une fois l'une de ses meilleures en carrière parce que c'est le parcours de l'Olympique de Marseille en Ligue Europa où ils atteignent la finale. Payet est énorme durant toute la compétition. On se souvient évidemment de son but contre le RB Leipzig et de sa sortie en pleurs en finale sur blessure contre l'Atlético de Madrid. Et d'ailleurs, c'est forcément un crève-cœur dans sa carrière parce que de 1, il va rater la finale, enfin du moins quasiment toute la finale parce qu'il sort à la 30e minute. Et il va surtout rater la Coupe du Monde. À ce moment-là, c'est Nabil Fekir qui a appelé en équipe de France, mais Dimitri Payet avait les faveurs de Didier Deschamps et ça aurait pu être son plus gros titre en carrière et d'ailleurs son seul titre. Et à ce moment-là, Dimitri Payet à l'Olympique de Marseille, il joue avec Valère Germain. Et Valère Germain a gardé un très bon souvenir de son coéquipier qui est parti au Brésil depuis. C'est un super joueur. Puis dans la vie, en dehors du foot, c'est quelqu'un avec qui je m'entendais bien. Quand il est parti au Brésil, je lui ai envoyé un message pour le féliciter. Et puis on s'écrit pas tous les jours, mais pour les moments importants, pour les anniversaires ou quand l'un signe quelque part, on se félicite. Donc je suis content pour lui qu'il continue à vivre de sa passion parce que pareil, lui, c'est vraiment un
de football et il aura eu une carrière magnifique. Et comme je vous l'ai dit avant, il y a un autre personnage que Payet va retrouver à l'Olympique de Marseille, c'est Mickaël Le Baillif, qui après 20 ans passés au Havre est parti entraîner les U19 de l'OM. Et évidemment, ça lui est arrivé de croiser Dimitri Payet dans l'enceinte marseillaise. Oui, bah alors on s'est croisés quelques fois, mais côtoyer c'est un grand mot. Hein. On s'est croisés parce que on était sur le même site, mais après le site des pros et à Marseille est fermé et cadenassé, y compris aux autres salariés. Donc j'ai juste eu peut-être l'occasion de le croiser 2-3 fois sur le parking ou en rentrant au stade ou en sortant du stade. Quoi. Non, c'était sympa de se revoir. Moi je l'ai vu de sûr quasiment un des premiers jours où je suis arrivé au club, puisqu'il y avait également Pape Gaye et Isaac Touré que j'avais eu, qui étaient sur place et avec qui je discutais. Et donc Dimitri était arrivé en même temps sur ce moment-là, donc on a pu échanger, discuter, donc c'était sympa. C'était sympa de se revoir. Je l'avais recroisé 1 ou 2 fois quand il était à Lille et quand il était à Nantes également, un peu plus jeune. Alors ensuite, globalement, son histoire avec l'OM, elle est faite de haut et de bas. Il y a des saisons où Payet a été très fort, notamment la saison où le Covid est venu arrêter le championnat, où André Villas-Boas coach l'OM et la relation avec Payet au début, elle est idéale. Payet est très fort, d'ailleurs c'est l'homme clé de l'Olympique de Marseille et sans lui, l'attaque marseillaise ne ressemblait pas à grand chose, surtout que Florian Thauvin était blessé. Mais il y a aussi des saisons où il est absolument pas au niveau, notamment celle d'après où André Villas-Boas est toujours l'entraîneur. C'est le retour en Ligue des Champions et Payet, à ce moment-là, c'était surtout le débat de son surpoids. Et en Ligue des Champions, il n'a absolument pas été au niveau, même si il marque un doublé contre l'Olympiakos qui permet à l'OM de prendre ses seuls points cette saison-là. Et au final, on constate que l'histoire de Payet avec l'OM, elle est surtout jumelée à qui coach l'OM à ce moment-là. Quand Sampaoli arrive à l'OM, il comprend directement que Dimitri Payet est le meilleur joueur, en tout cas de niveau technique de son équipe. Il en fait son leader et la saison pleine de Sampaoli, Payet est à son meilleur niveau. Alors certains la comparent même avec la saison avec Bielsa ou la première de Villas-Boas. Alors qu'ensuite Igor Tudor vient remplacer le coach argentin et l'histoire n'est plus du tout la même. Payet devient un remplaçant, alors on imagine qu'à l'époque il aurait eu du mal à gérer ce statut, mais à ce moment-là Payet a mûri, il a plus le même âge, et il comprend qu'avec cette tactique, il peut être que remplaçant, alors même s'il se bat pour être titulaire, sur les quelques occasions qu'il a de jouer, il a quand même du mal à se montrer, mais malgré tout cette saison lui permettra de passer la barre des 100 buts en Ligue 1, il avait déjà celle des 100 passes décisives, donc c'est un cap qu'il avait annoncé qu'il voulait passer avec l'Olympique de Marseille. Et donc la saison avec Igor Tudor se termine, Dimitri Payet n'a pas beaucoup joué de l'année, et à ce moment-là il lui reste 1 an de contrat avec l'OM, alors il affirme clairement qu'il veut rester à Marseille, surtout que Tudor part, donc on se dit que peut-être avec un nouvel entraîneur, le Réunionnais pourrait une fois de plus avoir sa chance d'entrer dans le 11 de départ de l'OM, mais la direction en décide autrement malgré l'année de contrat qui lui reste. Dimitri Payet est un peu poussé vers la sortie, et en gros on lui explique clairement que Marcelino, le nouveau coach, ne comptera pas sur lui. Donc c'est pendant une conférence de presse où il a été en larmes pendant quasiment tout le long que Payet annonce son départ, et à ce moment-là il savait toujours pas où est-ce qu'il allait signer. Donc finalement le choix Vasco de Gama se fait après quelques semaines. Alors comme je l'ai dit au début, le Stade Rennais notamment en Ligue 1 était intéressé par Payet, il y avait des offres de clubs turcs, de clubs grecs, et évidemment d'Arabie Saoudite qui à ce moment-là raflait à peu près tout sur le mercato. Mais dans Téléfoot, Dimitri Payet avait très simplement justifié son choix de signer à Vasco de Gama. Je me suis rendu compte depuis longtemps, depuis West Ham, que l'argent c'est bien, mais je pense que de faire en sorte d'être heureux dans ce qu'on fait, dans sa passion, c'est mieux. Continuer en France, ça aurait été une possibilité? Non, ça c'est la seule chose que je pouvais pas faire, c'était de rester en Ligue 1, de revenir au Vélodrome ou de jouer contre l'OM. Ça, je pense pas que ça aurait été possible émotionnellement pour moi. Alors une autre caractéristique qui ressort souvent sur Dimitri Payet, c'est son caractère. Certains joueurs ont très bien matché avec lui. Récemment, on se souvient à l'OM de Matteo Guendouzi, William Saliba ou encore Boubacar Kamara, alors qu'il y a d'autres joueurs qui sont restés plus longtemps avec lesquels ça n'a jamais vraiment matché, surtout Florian Thauvin. Valère Germain, lui, garde un très bon souvenir de Payet dans le vestiaire. Ouais, non, c'était vraiment un bon gars qui aimait charrier, qui aimait se faire charrier aussi. On a vraiment passé des bons moments tous ensemble. Il y avait une belle ambiance. Il y a eu des bonnes saisons, des saisons moins bonnes, mais même quand il y a eu des moments plus difficiles, on s'est toujours bien entendu tous dans le vestiaire, et ça facilitait ces moments difficiles.
En revanche, les joueurs là, évidemment, Valère Germain et Pape Diakhaté que j'ai eu au téléphone n'aimaient pas vraiment avoir Dimitri Payet en tant qu'adversaire. Valère l'a affronté à plusieurs reprises quand il était à Monaco ou ensuite à Montpellier et même quand il était à Nice d'ailleurs. Et Pape Diakhaté, lui, pareil, il a affronté le Dimitri Payet de Lille et il en garde un mauvais souvenir. Quand il est à Lille, il est exceptionnel. Quand il est à Lille, sincèrement, il est sur un nuage cette année-là. À Monaco, il était parti à West Ham, donc oui, je l'ai affronté quand j'étais à Nice, à Monaco au début et même à Montpellier récemment. Mais oui, je me rappelle très bien. Donc c'est quelqu'un, tu dois toujours faire attention à lui parce que comme je te dis, à tout moment, il est capable de marquer ou de faire une passe décisive ou d'amener une action qui va amener quelque chose. Donc c'est ce genre de joueur qui est capable, même s'il est un peu moins bien, à tout moment de faire changer un match. Mais au-delà de son caractère, de son talent et de tout le reste, ce qui ressort quasiment le plus quand on parle de Dimitri Payet aujourd'hui, c'est l'absence de palmarès. Alors Payet a disputé une finale de Coupe de France, une finale d'Euro avec l'équipe de France, il a perdu une finale de Ligue Europa aussi avec l'OM, il a raté la Coupe du Monde à cause d'une blessure, donc au final sa carrière a fait quand même beaucoup de malchance, même s'il a eu l'occasion de jouer dans des grands clubs et de disputer de grandes compétitions. Il lui manque quand même ce petit titre et d'ailleurs c'est pour ça qu'il voulait rester à l'OM jusqu'au bout. C'était le temps de gagner un titre, donc encore plus la saison passée, l'élimination contre Annecy était un vrai crève-cœur pour lui. Surtout que d'ailleurs ce jour-là il était sur le terrain. Autre fait intéressant sur Dimitri Payet, c'est son hygiène de vie qui a souvent été critiquée. On a eu à plusieurs reprises le débat de Payet est en surpoids et même s'il n'a pas été blessé un nombre incalculable de fois durant sa carrière, c'est quelque chose qui restera à la fin de son aventure et Pape Diakhaté a voulu m'en parler. C'est un mec qui aime la vie et il ne se prive pas. Ça se voit. Au fait, il n'a pas envie de se restreindre en disant « oui, je suis un joueur de foot ». Mais je pense que s'il avait ce truc-là, je ne dirais pas qu'il n'est pas professionnel parce que ses matchs, il les aborde, sa semaine d'entraînement, il les aborde comme un professionnel, sincèrement. Mais ce que demande, par exemple, un joueur comme lui, de très haut niveau, par exemple, qui pouvait être appelé en équipe de France, tout ça, je pense que s'il avait eu ce déclic-là en disant « bon, je vais me priver pendant quelques années, mais je deviendrai le jour dont tout le monde parle », il n'en serait pas là, quoi. Et regardez la carrière qu'il a eue malgré tout ça. Donc c'est là où on se dit, mon Dieu, mais s'il aurait été peut-être aussi sérieux, est-ce qu'il l'aurait fait? Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il le compare avec El Hadji Diouf, avec qui il a joué au Sénégal, et on parle quand même d'un très grand joueur. Peut-être aussi ça l'aurait bloqué, parce qu'il y a des gens comme ça, j'ai connu El Hadji Diouf au Sénégal, et c'était le même joueur. Pétri de talent, hyper fort, mais voilà, ils aiment la vie. Tu peux pas leur dire sors pas, tu peux pas leur dire va pas manger à telle heure. Voilà quoi, c'est des gens qui ont, c'est des artistes entre guillemets quoi, quand on les regarde. Alors pour terminer, est-ce que tout le monde s'attendait à ce que Dimitri Payet aille aussi haut durant sa carrière? Pape Diakhaté, lui, clairement, dès qu'il l'a vu jouer, il a compris que Payet avait un talent, qu'il avait le don de pouvoir changer un match avec une frappe, un geste. Moi, sincèrement, oui. Déjà, dès mon arrivée, je le vois à l'entraînement, je le vois en match. J'ai dit non, lui, c'est trop facile pour lui. En fait, il ne force rien dans ce qu'il fait. C'est ça qui est impressionnant. Voilà, c'est du talent pur, lui. Il n'y a pas de... Comme on dit aujourd'hui, les matchs, c'est les joueurs de talent qui les gagnent. Lui, il fait partie de cette race de joueurs-là, en fait. Puisqu'il est capable de dribbler dans des mouchoirs de poche, il est capable de faire des gestes techniques impressionnants. Il est capable de faire des passes venues d'ailleurs. Il joue du pied gauche, il joue du pied droit, il peut dribbler, sortir à gauche, frapper à gauche. Il peut faire un passement de jambe, sortir à droite. C'est voilà quoi. En revanche, pour Mickaël Le Baillif, alors évidemment, c'est absolument pas simple parce qu'il a coaché Payet quand il avait seulement 15 ans. Donc, même s'il a pu constater le talent du joueur, c'était impossible d'imaginer une telle carrière ensuite. Étonné, oui et non. C'est-à-dire que sur le moment où on l'avait, c'était difficile de se projeter sur le long terme en se disant mais Dimitri fera carrière et il jouera à Marseille et il jouera des matchs de haut niveau avec l'équipe de France, etc. Parce que comme je l'ai dit, à 15 ans, il avait déjà c'est difficile de se projeter et puis deux, lui il était avec
il était à un niveau qui nous permettait pas d'avoir forcément cette vision-là. Maintenant, il était très doué, avec un talent sur le plan technique au-dessus de la moyenne. Donc, ça serait hypocrite et mensonger de dire oui, on était sûr qu'il allait réussir. Sinon, le club aurait pris une autre décision que de se séparer de Dimitri pendant un temps. Maintenant, à 15 ans, c'est difficile d'évaluer les possibilités qu'un garçon peut avoir et comment sa carrière va se dérouler. Maintenant, Dimitri Payet vient de signer pour 2 ans à Vasco da Gama, donc actuellement la saison est terminée. D'ailleurs, ils se sont maintenus de justesse en toute fin de saison, donc Payet a signé pour 2 ans au Brésil, il va faire ses 2 années de contrat vraisemblablement. Ensuite, on ne sait pas de quoi son aventure sera faite. Une chose est sûre, il a déjà un accord avec l'OM pour une reconversion après la fin de sa carrière. Donc, pour le moment, on ne sait pas encore à quel poste, mais il l'a déjà confirmé après une vidéo, et d'ailleurs Pablo Longoria l'avait aussi annoncé en conférence de presse lors du départ de Payet. Il y a pas un plan, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de défini en tant que dans une reconversion. Mais c'est vrai que tu as là où je te rejoins et là où tu as raison, c'est que la dernière saison, comme je ne jouais pas dans le vestiaire, j'avais un rôle qui était complètement différent, un rôle où je devais faire en sorte que tout le monde aille plutôt bien. Je m'occupe plus des autres que de moi-même, donc c'est vrai que ça a été une expérience différente, mais je pense que ça m'a apporté aussi beaucoup. Mais peu importe où on me mettra, l'objectif, comme j'ai dit, c'est de faire en sorte que Marseille continue à grandir. Donc vous avez qu'à me dire en commentaire où est-ce que vous voyez Dimitri Payet à l'OM pour revenir, que ce soit directeur sportif, entraîneur adjoint. En attendant, on voit qu'à bientôt 37 ans, la carrière de Dimitri Payet commence à être très longue et il a encore un peu de bonheur à donner aux gens, ce qu'il avait expliqué à Téléfoot. En attendant, il lui reste une saison pour espérer aller chercher un titre avec Vasco da Gama, ce qui remplirait un peu son palmarès et viendrait surtout récompenser le grand joueur qu'il a été et nous l'a montré en équipe de France, mais surtout en Ligue 1, que ce soit avec Nantes, Saint-Etienne, Lille et évidemment l'Olympique de Marseille. Voilà, c'était un petit récap de la carrière de Dimitri Payet avec le point de vue de certaines personnes qui l'ont croisé, donc c'est toujours intéressant de voir la manière dont ces gens ont observé ou observent actuellement Dimitri Payet. Surtout, ce qui est bien, c'est qu'ils l'ont croisé à 3 périodes bien différentes de sa carrière. Mickaël Le Baillif, c'était lorsqu'il était encore adolescent. Pape Diakhaté, il était vraiment au début de son explosion, et Valère Germain, c'était, on peut dire, à son prime quand il était à l'Olympique de Marseille. Donc je vous laisse me dire en commentaire le meilleur souvenir que vous gardez de Dimitri Payet sur un terrain de foot, ou le pire, et donnez-moi des idées de joueurs sur lesquels vous voulez que je revienne sur la carrière, comme ça, en interrogeant des gens qui les ont côtoyés. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager, et évidemment vous abonner sur la chaîne. Il y a d'autres vidéos qui arrivent très bientôt, et notamment des interviews comme le format que j'avais fait avec Valère Germain, donc on va se revoir rapidement.